retrouve pour un nouvel update lecture. En fait c'est un peu moite-moite, j'ai 2 livres que j'ai bien aimés et 2 livres que j'ai abandonnés parce que ça ne faisait pas du tout, hein, voilà. Donc je vais commencer par le premier que j'ai lu dans l'ordre chronologique. Donc le premier c'est La promesse des ténèbres de Maxime Chatham. C'est le tome 4 de la trilogie du mal. Oui, je sais, par définition, une trilogie comporte 3 tomes. Mais j'ai eu des guillemets à tome 4. En fait, dans le tome 1 de la trilogie du mal qui s'appelle L'âme du mal, on rencontre l'inspecteur Brolin. Et dans le tome 2, on rencontre l'inspectrice Annabelle O'Donnell. Et au cours du tome 2, on capte bien qu'il y a un truc chelou qui s'est passé avec son mari, mais on ne sait pas quoi. Lire les tomes 2 et 3 vous apportent aucune information sur ce qui est arrivé au mari d'Annabelle. Et donc dans ce livre-là, l'auteur a écrit ce qui est arrivé au mari d'Annabelle qui s'appelle Brady. Si je l'appelle Brody, c'est normal, j'arrive pas avec son prénom, moi c'est Brody, j'arrive pas à l'appeler Brady. Donc voilà, et donc en fait on découvre son histoire à lui. Il n'y a pas besoin d'avoir lu la trilogie du mal pour comprendre son histoire, mais si vous êtes un minimum curieux, quand vous lisez la trilogie du mal, vous avez envie de savoir ce qui est arrivé au mari d'Annabelle. On est sur des sujets extrêmement difficiles à aborder pour les auteurs et à lire pour les lecteurs, hein. On va parler de pornographie, de prostitution, d'agression sexuelle, de viol, enfin bref, de tout un tas de trucs fort sympathiques. Le livre comporte la scène la plus immonde, la plus horrible que j'ai jamais lue de ma vie. Et encore, il n'y a pas un seul mot français assez fort pour décrire l'horreur de la scène. Elle est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai appris des choses que j'espère ne pas être vraies, hein, voilà. J'espère que dans la vraie vie, les vrais gens ne font pas ça, en fait, parce que c'est juste immonde. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient commencé Maxime Chatham avec ce livre-là. Moi, je vous conseillerais de lire un autre avant, parce que déjà que Maxime Chatham, au niveau des scènes trash et un peu gore, on n'est pas loin du sommet quand même. Donc, moi, je vous conseillerais de commencer par Maxime Chatham Soft. Ça n'existe pas vraiment, mais celui-ci est vraiment, vraiment au-dessus. En fait, c'est pas que les scènes sont plus dérangeantes que les autres, c'est comme c'est des sujets encore plus sensibles que le meurtre. À mon sens en tout cas, je pense que ça peut choquer plus facilement et plus de personnes, et que même les personnes qui aiment les thrillers et qui aiment Maxime Chatham pourraient ne pas réussir à lire ce livre-là. Moi je l'ai fini, voilà, c'était sympa. En fait, j'ai bien aimé, mais c'est le Maxime Chatham que j'ai le moins aimé, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas aimé, parce que j'adore les autres livres de Maxime Chatham. C'est juste que clairement j'ai pas accroché avec le personnage. J'ai passé mon temps à chercher Brolin, donc il est l'inspecteur de la trilogie du mal, alors qu'il n'est pas là, et je sais qu'il n'est pas là, mais j'ai passé mon temps à le chercher quand même. Et donc on va suivre ça. En fait l'histoire c'est que au tout début du livre, Brady est témoin d'un suicide, et à partir de là il va enquêter sur ce suicide là et essayer de comprendre pourquoi cette personne s'est suicidée et tout et tout. Donc il découvre des trucs extrêmement sombres de la société, comme je l'ai dit, et de New York, parce que ça se passe à New York, je crois que je l'ai pas dit. Et voilà, on le suit. Donc c'est un petit peu une enquête parce que on est du côté des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé et qui cherchent à le découvrir. Donc ça c'est ce que j'aime bien. Mais après je pense que le problème que j'ai avec le livre, au-delà du fait que j'ai cherché Brolin pendant les 400 et quelques pages qu'il fait, ouais c'est ça, et ben en fait c'est que les scènes horribles qu'on a sont tellement horribles que le reste du temps on a des trucs banals, vous voyez, pour contrebalancer et faire un livre à peu près correct et que tu es capable de lire en tant qu'être humain, pour contrebalancer les scènes absolument immondes qu'on a, d'ailleurs on en a une pas très loin du début, et ben on a pas mal de passages soft en fait. Alors je suis pas en train de dire que je me suis ennuyée parce qu'on me décrivait pas un viol tous les 4 pages, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste que du coup je l'ai trouvé un petit peu en dessous des autres thrillers de Maxime Chatham, pas au niveau des scènes horribles, hein, on est d'accord, c'est juste que du coup il y a un petit peu moins de suspense et j'avais un peu moins envie de savoir le fin mot de l'histoire, surtout qu'ayant lu le tome 2 et le tome 3, il y a un truc que je savais sur le mari d'Annabelle et que du coup il n'y avait pas trop de suspense pour moi. Après je l'ai lu en connaissance de cause évidemment, mais voilà, du coup j'ai bien aimé, je l'ai terminé. Je vais lire d'autres Maxime Chatham, c'est sûr. Je voulais le lire parce que ma curiosité est maintenant satisfaite. Mais clairement, ne commencez pas Maxime Chatham par celui-ci. En tout cas, c'est mon conseil. Ensuite, j'ai lu Inavouable Héritage de Barbara Wood. J'ai un petit peu décidé de lire à Barbara Wood par mois pour essayer de les liquider parce que j'en ai vraiment beaucoup dans ma palle et que ça prend vraiment beaucoup de place. Donc là, j'ai pris tout simplement le plus fin que j'avais et en plus, je l'ai abandonné. Donc ici, on est... en fait, on va suivre Andrea qui est une Californienne de 27 ans. Donc elle a grandi aux États-Unis mais elle est originaire de Londres. En fait, sa famille maternelle vit à Londres et en Angleterre donc. Et sa mère a reçu une lettre
de sa grand-mère à Andrea, pour lui dire que son grand-père est malade, qu'il va mourir, tout ça. Sauf que sa mère peut pas se déplacer parce qu'elle s'est fait opérer, tout ça, donc elle peut pas aller voir ses parents. Du coup, elle dit à sa petite fille qui n'a jamais rencontré ses grands-parents, va là-bas, démerde-toi, et fais une bonne action. En gros, ce que j'ai trouvé vraiment pas cool, enfin je veux dire, on t'appelle, on dit que ton mari est en train de, ton père est en train de mourir, et toi tu bouges pas dans... Non mais enfin je veux dire, ok, tu t'es fait opérer, mais enfin tu fais un petit effort, enfin je sais pas, il est en train de mourir, c'est ton père, non? Enfin déjà j'ai pas compris le délire, et puis alors t'envoies ta fille qui n'a absolument jamais rencontré ses grands-parents, et tu lui dis vas-y démerde-toi, représente la famille. Hein? J'ai pas compris le délire. Du coup elle débarque chez sa grand-mère, elle fait connaissance avec son oncle, sa tante, ses grands-parents et tout. D'ailleurs on a une petite réflexion au début que j'ai bien aimée, qui est que en gros parce que c'est ses grands-parents, elle devrait être à l'aise avec eux, elle devrait les aimer et elle devrait être totalement elle, enfin elle devrait pouvoir être totalement elle-même. Parce que comme elle les connaît pas du tout, bah en fait c'est pas sa famille, parce qu'elle les a jamais vus. Du coup on a cette espèce de paradoxe que j'ai bien aimé au début. Et puis donc elle va à l'hôpital, elle voit son grand-père et tout. Sauf que j'ai déjà eu beaucoup de mal avec le point de départ, hein, comme je l'ai dit, et avec l'héroïne parce qu'elle a 27 ans. Alors je veux bien que la situation soit pas facile, que ce soit un petit peu galère à gérer et qu'elle débarque là-bas sans connaître personne et sans rien savoir, mais elle a 27 ans. Elle est censée être mature, elle est censée être adulte, elle est censée être capable de gérer ça. Or, elle se comporte, dans sa tête en tout cas, comme une personne de 17-18 ans. Quoi. Moi, je lui aurais donné 17-18 ans si son âge n'était pas écrit sur la quatrième de couverture. Du coup, ça m'a un peu perturbée. Et puis, ce qui m'a fait abandonner le livre, c'est les fantômes. Enfin, je supporte pas, ça me fatigue. Donc, sa grand-mère vit dans une vieille maison. Et Andrea va se mettre à sentir, à entendre des choses qui ne se passent pas, qui n'arrivent pas. Donc, et puis après, j'ai lu le résumé. Et effectivement, la maison apparemment est hantée. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Moi, je supporte pas ça. Alors, ça va peut-être paraître bizarre à des gens. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais en fait, dans ma tête, soit tu écris du fantastique. Et dans ces cas-là, tu peux mettre tout ce que tu veux, des vampires, des garous, des fantômes, des revenants, des zombies. Enfin, bref, tout ce que tu veux, je m'en fous. Soit t'écris un contemporain, et dans ces cas-là, t'as pas le droit de mettre ça parce que moi j'y crois pas en fait. Du coup, ça m'énerve d'avoir ces éléments fantastiques alors que moi je voulais lire un contemporain. Ou dans ces cas-là, tu le publies dans une collection qui fait que avant de le lire, je sais qu'il va y avoir des trucs fantastiques et donc je serais préparée à ce que ce soit pas un contemporain. Parce que moi dans ma tête, quand je commence un contemporain, ce que j'aime, c'est que ça peut arriver en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, les fantômes, comme j'y crois absolument pas, ça me gave. Voilà, ça me saoule, c'est tout. Ça m'a fait penser à du Guillaume Musso. Guillaume Musso est le roi de ça. Je crois que j'ai essayé de lire 2 livres de lui dans ma vie. Et à chaque fois, c'était ça. Et tous les échos que j'ai eu de lui, c'est il écrit des livres comme ça, en fait. Donc j'ai arrêté d'essayer de lire du Musso, parce que c'est pas possible, en fait. Il te présente un homme et une femme, généralement, qui se rencontrent, tout ça, tout ça. Tout va bien, on est dans une ville que tu connais, c'est du contemporain. Et bim, bam, boum, d'un coup, hop, pouf, il y a un truc surnaturel qui se passe, un truc fantastique, un truc qui ne peut pas arriver dans la réalité. Et moi, ça m'énerve, je ne supporte pas. Voilà. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je continue. J'ai continué le marque-page, je ne sais pas où je me suis arrêtée. J'ai pas été très très loin dans le livre, mais je voyais pas l'intérêt d'insister et de m'obliger à lire un livre que j'avais pas envie de lire, tout simplement. Donc je lirai d'autres Barbara Wood que j'ai dans la tête. Je vais passer au suivant. J'annonce déjà, avant de vous montrer le livre et de vous dire les auteurs, je vais me faire des ennemis, j'en ai conscience, j'assume. Donc j'ai abandonné Will and Will de David Levitan et John Green. J'ai fortement insisté sur David Levitan et c'est voulu parce que tous les commentaires que j'ai lus sur ce livre, toutes les espèces de chroniques, commentaires, tout ce que vous voulez, c'est du John Green, oh là là, John Green, oh mais c'est un livre de John Green, mais oui c'est... Oh, 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 oh. On atterrit là, il l'a pas écrit tout seul ce putain de livre. Alors que vous aimiez le livre parce que c'est du John Green, ok, très bien, mais ayez au moins la décence de reconnaître le travail de David Levitan sur ce livre. Enfin, je veux dire, le nom, il est pas écrit pour faire joli, là. Voyez, il a travaillé dessus aussi. Donc ça m'a mis hors de moi, en fait, j'avais déjà abandonné le livre, mais ça m'a énervé à un point que vous imaginez même pas. Qu'on aime John Green, franchement, j'ai rien contre. Soyez fan de John Green, faites-vous plaisir, allez-y, foncez, mais reconnaissez au moins que ce livre-là en particulier, il ne l'a pas écrit tout seul. Et que donc, si vous l'adorez, vous le devez au moins un peu à David Levitan aussi. Bon, il se trouve que moi je suis un peu fan de David Levitan et que John Green, moi je vais tout simplement arrêter d'essayer de lire du John Green parce que ça le fait pas. Je sais pas si je suis trop vieille ou je ne sais pas, mais je vais arrêter John Green parce que c'est plus possible. Donc dans ce livre-là, on rencontre Will Grayson et Will Grayson, donc on nous présente leur petite vie, chacun de leur côté, leurs amis, vont au lycée, tout ça, c'est mignon. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je pareil, j'ai retiré le marque-page, je ne sais plus où j'étais, mais au bout d'un moment, j'y croyais pas en fait. J'avais pas l'impression que c'était plausible, ça me paraissait pas réel. Je trouve les personnages extrêmement caricaturés, j'ai l'impression d'être dans un espèce de conte féerique avec des gens qui n'existent pas dans la réalité, qui font des trucs qui n'existent pas dans la réalité, qui se comportent comme des êtres humains qui sont complètement irréels en fait. Enfin, je n'y crois pas une seule seconde, et comme je l'ai dit avec le livre d'avant,
Moi, ce que j'aime dans les contemporains, qu'ils soient adultes ou jeunesse comme celui-ci, c'est que ça me semble réel et que je peux m'identifier au personnage, ça peut m'apporter des questions, ça peut répondre à mes questions, ça peut me faire penser à des gens que je connais, ou enfin je sais pas, mais c'est censé être réaliste et réel, et là j'y crois absolument pas. Les personnages, on dirait des personnages de dessins animés, limite, c'est pas des personnages clichés, c'est vraiment de la caricature, et ça m'a dérangé en fait, j'arrive pas. En plus il y a un des personnages qui s'exprime sans aucune majuscule, c'est pas du tout pratique à lire. Déjà que j'avais pas envie de spécialement fournir un effort, mais là, du coup, c'était un petit truc en plus qui m'a énervé. Du coup, j'ai pas été très très loin non plus, mais je comprends pas pourquoi tout le monde aime ce livre, parce que moi, je trouve le personnage pas du tout crédible. On va passer à quelque chose de plus sympathique, hein. Oui, on va finir sur quelque chose de sympathique. Donc, Les Gardiens de l'Éternité, le tome 6, Salvatore, de Alexandra Ivy. Avant de commencer le résumé, tout ça, je dis Salvatore et pas Salvatore, je ne sais pas si ça va perturber certains qui ont déjà lu cette saga ou pas, mais je ne peux pas dire Salvatore parce que ça me fait penser aux frères Salvatore de Vampire Diaries et je n'y arrive pas, ça me bloque. Bref, voilà. Donc, c'est une saga Bitly, tout ça, et dans chacun des 5 premiers tomes, on a rencontré un vampire super beau, super puissant, super vieux, super blablabla, qui rencontre une jeune fille apparemment en détresse qu'il doit apparemment sauver, sauf que la jeune fille en question lui dit à chaque fois « Dégage, j'ai pas besoin de ton aide ». Et c'est ça que j'aime dans la saga, en fait, inévitablement ils vont tomber amoureux, tout ça, enfin bref, sinon c'est pas drôle. Et en fait, c'est ça que j'aime dans la saga, c'est que chaque héroïne tombe amoureuse du vampire aussi, mais garde son indépendance et refuse qu'il décide pour elle et qu'il prenne des décisions à sa place et qu'il lui impose tout et qu'il la sauve. À chaque fois, elle leur dit bah non, j'ai pas besoin de toi, je dégage, on la paix, là. Et c'est ça que j'aime bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu cette saga. Le tome 5, j'ai vérifié et je l'ai lu au mois de juin 2017. Donc depuis, je cherche le tome 6. D'ailleurs, j'ai acheté 6, 7, 8, 9 en même temps. Donc prochainement, vous verrez 7, 8, 9. Hein, voilà. Et donc, oui, parce que le délire de je tourne mon bouco le fin février, je le pose début avril et au mois de mars, j'achète pas, ça n'a pas marché. Voilà, je vous le dis, ça n'a absolument pas marché. Bref, donc ici on est avec Salvatore qui est un loup-garou, qui est même le roi des loups-garous. Et ce qui est très cool, c'est que dans les tomes d'avant, on n'aime pas Salvatore parce qu'il y a une tête de guéguerre, de vampire entre loup-garou, comme souvent dans les sagas comme ça. Donc on l'aime pas, mais là on l'aime bien, parce que du coup c'est notre héros, et donc l'autre c'est Harley, la fille c'est Harley je crois, oui c'est ça, oui comme la moto, voilà. Et donc voilà, on va découvrir leur histoire et tout. Ah oui c'est de la bitclite, donc oui il y a des scènes de sexe, et oui c'est de la romance qui va un petit peu vite, mais moi j'aime bien, et surtout l'univers fantastique est développé, c'est pas juste des loups-garous et des vampires pour faire joli, il y a vraiment un monde qui est développé derrière, des règles et tout, trucs d'union, de mariage, de sang, de transmission. Pour les loups-garous, il y a les sangs purs et les bâtards et tout, enfin bref. Moi j'aime bien la manière dont c'est fait et j'aime vraiment beaucoup cette saga. Je vais lire très très vite le tome 7, c'est sûr. Voilà, ça se lit bien, ça se lit vite. J'aime bien les sagas de Bitclit, c'est l'une des premières que je lis. Et j'en commencerai pas une autre tant que je l'aurai pas fini parce que je veux pas en commencer 36 en même temps. Mais voilà, je pense que tous les fans de Bitclit connaissent déjà cette saga. Mais si vous en voulez une comme moi pour commencer la Bitclit et voir ce que ça donne, bah, vous pouvez essayer avec celle-là. Ah, et j'écoute Shadow de Austin Mahone et j'adore cette musique. Bref, mon objet de lecture est terminé. J'espère que la caméra n'a pas coupé parce que sinon il va falloir que je recommence et j'ai pas envie. Donc je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.